Bienvenue dans le débat. Il est consacré au bras de fer entre l'OTAN et la Russie. La tension monte, d'autant plus que ce lundi, la Russie et la Biélorussie mènent des exercices militaires conjoints près d'une ville située à l'est de Minsk. La Pologne a fermé sa frontière avec la Biélorussie. Hier dimanche, un drone russe a violé l'espace aérien de la Roumanie. La Roumanie qui a convoqué l'ambassadeur de Russie. Un nouvel incident 3 jours seulement après l'incursion de 19 drones russes en Pologne. Drones russes interceptés par des avions de l'OTAN. Une provocation de la part de la Russie, ont affirmé les pays alliés. Résultat, les pays de l'Alliance Atlantique ont lancé une opération qui vise à renforcer ses défenses à l'est de l'Europe, opération appelée Sentinelle orientale. Donald Trump a réagi ce week-end sur son réseau Truth Social. Il affirme que les États-Unis étaient prêts à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie à condition que les pays de l'OTAN arrêtent d'acheter du pétrole russe. Une pression supplémentaire sur les Européens. Alors on va revenir sur ces essais militaires russo-biélorusses en Biélorussie. Quel est finalement l'objectif de ces manœuvres? Et les incursions des drones russes dans le ciel polonais et roumain, que disent-elles de la menace russe à l'Est? L'OTAN est-elle bien préparée? Est-elle adaptée? L'Union européenne va-t-elle prendre un nouveau paquet de sanctions contre la Russie? L'autonomie stratégique européenne est-elle finalement la solution? On va poser toutes ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi le général Jean-Marc Vigilant. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et président de l'association Eurodéfense France. Bienvenue dans le débat. Claude France-Arnoult est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes conseillère associée pour la défense à l'Institut géopolitique de Bruxelles, également ancienne ambassadrice et directrice de l'Agence européenne de défense. Bienvenue également. Régis Janté est avec nous ce soir. Bonsoir, Régis. Journaliste spécialiste de l'ancien espace soviétique, ancien correspondant pour France 24 et RFI en Géorgie. Et puis ce soir, Patrick Martin-Génier est avec nous. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po et à l'INALCO et spécialiste des questions européennes. Avant de démarrer, on va regarder justement ce qu'est cette opération Zapad 2025, ces fameux exercices planifiés et défensifs, dit Moscou. Thibaut Francesquet. Un missile Zircon lancé depuis une frégate en mer de Barents au nord de la Russie, capable d'atteindre des cibles dans un rayon de 1000 km, un sous-marin, des hélicoptères et des avions de chasse qui mènent des frappes. Russie et Biélorussie sortent l'artillerie lourde pour des exercices militaires grandeur nature menés depuis vendredi en terre biélorusse. Baptisés Zapad, Ouest en russe, ces manœuvres ont lieu tous les 4 ans. C'est la première édition depuis l'invasion de l'Ukraine. Et elle inquiète particulièrement les pays à l'est de l'OTAN, notamment la Pologne, voisine de la Biélorussie. Et pour cause, la semaine dernière, plusieurs drones russes se sont introduits dans l'espace aérien polonais avant d'être détruits. Quelques jours plus tard, une intrusion similaire était détectée en Roumanie. Mais pour Moscou et Minsk, il n'y a rien à craindre. Pour jouer la transparence, les deux pays ont convié des observateurs de l'OTAN et de l'Observatoire de la sécurité européenne, l'OSCE. Nous avons donné aux représentants de l'OSCE la possibilité de visiter toutes les unités militaires participant à cet exercice, tous les terrains d'entraînement et également de s'entretenir avec des militaires du Bélarus et de la Russie. Ainsi, ces exercices sont d'une ouverture sans précédent. Nous ne représentons aucune menace pour quiconque. Nous sommes favorables à l'établissement d'un dialogue constructif et pragmatique. Pas de quoi rassurer les pays de l'OTAN. Certains estiment que les défenses alliées ne seraient pas bien adaptées à des attaques massives de drones. Kiev se dit prête à partager son expérience. Bien sûr, l'OTAN dispose de missiles patriotes, d'autres systèmes et de puissants avions de chasse. Mais en Ukraine, nous avons des solutions bien moins coûteuses, plus massives et systématiques contre les drones russes Shahed et Gerbera. La France et l'Allemagne ont déployé des avions pour sécuriser le flanc est de l'OTAN et les systèmes de défense anti-drones ont été renforcés, notamment en matière de brouillage. Régis Janté, vous qui êtes vraiment le spécialiste de la région, cette opération Zapad, donc ce sont des exercices qui se font tous les 4 ans, la Russie, la Biélorussie en Biélorussie, mais est-ce que c'est inquiétant pour les pays à l'est de l'Europe? Oui, ça l'est, puisque à l'époque, j'étais correspondant en Géorgie. 2008, ça a commencé comme ça, la guerre en Géorgie. Ça commence par les exercices Caucase.
dans le Caucase du Nord, donc de l'autre côté de la montagne, de la chaîne du Grand Caucase. Et puis, ça s'est transformé en invasion de la Géorgie pendant l'été 2008. Même chose en 2022 en Ukraine. Donc oui, c'est forcément... Donc les Polonais ont raison de s'inquiéter. Absolument. Je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir, qu'ils vont déclencher une guerre cette semaine. C'est pas ça. Mais effectivement, ils ont raison de s'inquiéter. Et si c'est pas cette fois-ci, ça pourrait être une autre. Donc que chacun les observe, s'en inquiète, envoie des messages, que ces exercices servent à s'exercer, mais ça sert aussi à envoyer des messages de part et d'autre. D'ailleurs, oui, certainement. C'est un test général pour l'OTAN, justement, ce qui se passe là. Tout ce qui se passe est un test pour l'OTAN, mais clairement, ces exercices ont 3 objectifs. Le premier, c'est d'entraîner les forces russes avec leurs alliés biélorusses, donc de travailler l'interopérabilité des forces. Le deuxième objectif, ça peut être de préparer une opération réelle, et les Russes ont déjà montré qu'ils l'ont fait. Donc les pays voisins ont raison de s'inquiéter, parce que c'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter. Et puis la troisième raison de cet exercice, c'est ce qu'on appelle le signalement stratégique. C'est d'envoyer un message vers les pays de l'OTAN en disant, bien voilà, nous avons cette force qui est déployée et nous sommes prêts. Pour autant, dans leur message, ce que nous constatons, c'est que les Russes ont déployé finalement beaucoup moins de forces que ce à quoi ils nous avaient habitués. Et cela peut traduire une certaine faiblesse de leur armée. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que l'armée russe est fortement occupée en Ukraine et donc ils n'ont plus les capacités à déployer autant de forces dans ce type d'exercice qu'auparavant. Claude-François Arnoult, que dit la diplomate justement de ce qui se passe, de ces exercices militaires en Biélorussie? Il y a ce fameux corridor de Suwałki, on va regarder la carte tout de même, le long de la frontière entre la Pologne et la Lituanie, avec l'enclave russe de Kaliningrad. On va regarder voilà, cette carte, on voit bien justement Kaliningrad, et l'idée, ça serait peut-être en tout cas d'envahir éventuellement ce corridor, ou pas, Claude-François Arnoult? En tout cas, c'est une possibilité. Envahir ce corridor, c'est envahir l'OTAN. Donc, c'est la guerre. Enfin, en tout cas, c'est la compréhension, c'est la vocation de l'Alliance, y compris et notamment la protection de ce corridor qui concerne donc des pays de l'OTAN. Donc, il n'y a pas plus de risques, à la limite. Il y a plus de tentation, sans doute, mais pas plus de risques sur ce corridor qu'il y en a sur des pays comme la Lituanie ou la Pologne. Et donc la réaction de l'OTAN, c'est effectivement de montrer sa détermination à respecter les engagements de l'Alliance. Et c'est tout le sujet, c'est est-ce que tous les alliés montrent la même détermination à respecter les engagements de l'Alliance, notamment pour la protection de ce corridor. Puis alors dès qu'on parle de corridor, ça évoque les pires souvenirs historiques. Oui, Patrick Martin-Génier, est-ce qu'effectivement c'est un test pour l'OTAN ? Mais comme l'a dit le général, fort justement, tout est un test pour Vladimir Poutine, parce qu'il nous pousse dans nos retranchements, à chaque fois il va plus loin, et il nous dit que ces fameux drones qui sont arrivés en plein cœur quand même de la Pologne, l'aéroport de Varsovie a été fermé, finalement que c'était une erreur. Également le drone en Roumanie, c'est une erreur, et au début de la guerre en Ukraine, un avion avait survolé par erreur également la Pologne, c'était une erreur. Et donc, à un moment donné, vous savez, il va pousser ses pions jusqu'où il peut aller. C'est un test pour voir où est la ligne rouge de l'OTAN. Et un jour, je ne voudrais pas que ça arrive, mais peut-être qu'un drone va arriver par erreur en Allemagne. Et on dira, oh, excusez-nous, c'est une erreur. Alors jusqu'où nous allons tolérer ces erreurs? Je pense que l'OTAN veut minimiser la portée, ne veut pas d'escalade, comme on dit. Mais à un moment donné, je crois que l'OTAN va devoir montrer ses dents. C'est pas quelques mirages. Elle ne le fait pas pour l'instant, vous trouvez? Non, je pense que pour l'instant, alors les diplomates, les militaires vont nous dire, oui, mais attention, il ne faut pas d'escalade. Mais politiquement, ça veut dire quoi? C'est jusqu'à où sommes-nous capables d'accepter ce genre d'intrusion et d'intimidation? On parle par exemple de l'interdiction de l'espace aérien de l'Ukraine. Je crois qu'un jour, il va falloir que nous soyons capables d'aller détruire des drones sur le territoire ukrainien qui sont susceptibles d'atteindre la Pologne. Est-ce qu'il faudrait aller jusque-là, Général Vigilant? Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une enquête pour savoir si ces drones, justement, qui ont violé le ciel polonais et roumain, si c'était intentionnel ou pas pour la Russie. L'enquête a été ouverte. Les Polonais disent bien sûr que c'est intentionnel, mais finalement, il n'y a pas eu de déclaration de l'OTAN disant que c'est intentionnel. Je dirais 2 choses. La première, c'est que si c'était une erreur, eh bien, je trouve que les Russes seraient de bien piètres planificateurs et opérateurs, et je ne pense pas qu'ils soient si mauvais que ça. Donc ça n'est pas une erreur. Et même si c'était une erreur, dans tous les cas, la phase ultérieure devient un test. C'est-à-dire, peut-être que ce n'était pas intentionnel au départ, mais à partir du moment où le fait s'est réalisé, eh bien, ils nous observent et ils regardent notre réaction. Donc, nous sommes quand même soumis à un test. Et la réponse aujourd'hui que nous avons faite,
D'abord, article 4, donc des consultations formelles pour montrer la détermination des alliés. À la demande de la Pologne, d'ailleurs. Exactement, pour bien prendre en compte cette situation et y apporter une réponse. Et puis, l'OTAN a renforcé son dispositif à l'est du territoire, en renforçant le dispositif aérien notamment, et nous sommes en train de réfléchir à avoir des mesures qui soient beaucoup plus efficaces. La contrainte à laquelle est soumise aujourd'hui l'OTAN, c'est que nos avions de chasse sont faits pour s'opposer à d'autres avions de chasse. Et c'est vrai que mettre en vol un avion type Rafale avec un missile à plusieurs centaines de milliers d'euros ou des missiles solaires à plusieurs millions d'euros contre des drones qui valent 10 ou 20 000 euros, eh bien on voit bien que là, Poutine se lance dans une guerre économique pour assécher nos ressources, nous faire dépenser nos armements de très haut niveau, qui sont des armes de décision, alors que lui envoie des armes de bas coût. Donc là, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, cette adaptation est en cours. Excusez-moi, mais pourquoi on n'est pas capable, nous, alors que l'Ukraine le fait de façon excellente, capable d'avoir des usines de fabrication d'armement pour détruire les drones? On pourrait le faire en Allemagne, l'industrie d'armement en Allemagne ne demande que cela. On est capable de fabriquer des drones également, et là, on découvre une lacune extraordinaire. Alors, on est obligé de prendre des avions, on est obligé de prendre des avions de chasse, on est parce capable... que c'est des F-16, hein. Oui, et Volodymyr Zelensky l'a dit, en Ukraine, nous sommes capables, nous avons des usines. Donc je ne comprends pas pourquoi nous avons ces situations. Il y a un temps de retard du côté de l'OTAN. Alors je peux apporter une réponse. En fait, quand vous parlez d'usines d'armement, les clients des usines d'armement sont des États. Donc pour que ces entrepreneurs, ces entreprises de défense produisent des armements, il faut qu'elles reçoivent des commandes d'État qui sont des commandes publiques. Voilà. Et donc ces commandes publiques ne se sont pas matérialisées, en tout cas au niveau suffisant. Mais le processus est en cours. Les producteurs de missiles, par exemple en Europe, MBDA a augmenté sa capacité de production. Donc on s'achemine vers une montée en puissance de l'industrie d'armement européenne. Mais c'est peut-être un peu lent. C'est peut-être un peu lent. En tout cas, on va écouter Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN. Ça, c'était au lendemain des incursions des drones russes en Pologne. Ce dont il est question ici, c'est du flanc Est, car il existe une menace directe à son encontre. Par exemple, via des drones ou autre chose qui pourrait mettre en danger nos alliés situés à cet endroit. Mais d'une manière générale, vous savez, je n'aime pas cette façon de penser uniquement en termes de flanc Est, parce que cela donne l'impression que si l'on vit à Madrid ou à Londres, on est plus en sécurité que si l'on vit à Tallinn, et ce n'est pas vrai. Les derniers missiles russes, une fois lancés, descendent à 5 fois la vitesse du son. Ils mettront peut-être 5 ou 10 minutes de plus pour atteindre Madrid ou Londres que pour atteindre Tallinn ou Vilnius. Mais c'est tout. Donc dans ce sens-là, mettons-nous d'accord au sein de cette alliance qui compte désormais 32 pays. Nous vivons tous sur le flanc Est. Régis Janté est très clair, en tout cas, sur la menace russe, le secrétaire général de l'OTAN. Il a certainement raison. Effectivement, on voit bien que c'est ça qui se joue dans la guerre en Ukraine. C'est une menace militaire. Donc, c'est certainement ces 20 drones qui n'ont pas pu arriver par hasard dans le ciel polonais. Il y a eu 56 drones et missiles, débris qui ont été retrouvés depuis le début de l'invasion à grande échelle, depuis 3 ans et demi, sur le territoire des pays voisins de l'Ukraine. Parfois, c'était plutôt accidentel. Ça pouvait même être des débris de missiles de la défense aérienne ukrainienne, par exemple. Là, on voit bien que c'est de toute autre chose dont il est question, effectivement, pour la Roumanie aussi, probablement, quoi. Et effectivement, sans doute que la seule façon de prendre ces événements au bénéfice du doute pour assurer notre sécurité, sans surréagir, mais c'est de le prendre comme un vrai test et de nos capacités techniques, militaires en tant que telles, et politiques aussi, parce que ça sert évidemment à diviser. La Russie sait très bien combien les opinions sont divisées. Je pense même, compte tenu du climat actuel politique en Pologne, avec un président plutôt, disons, d'extrême droite, qui courtise une partie de l'opinion ukrainienne, qui est plutôt hostile, en tout cas, le passé est très difficile à digérer entre la Pologne et l'Ukraine, par exemple, tandis que le Premier ministre, lui, est plutôt du camp libéral, donc qui est franchement pour aider l'Ukraine. Je crois que ces drones servent à semer la peur dans la société, ou les divergences d'opinion au sein de l'opinion polonaise, avec la crainte de la guerre en arrière-fond, pour aussi attiser cela, sachant que la Pologne est un pays absolument clé, évidemment, de cette coalition, disons, otanienne auprès de l'Ukraine. On va écouter justement Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui parle de l'OTAN. L'OTAN est en guerre contre la Russie. C'est évident, nul besoin de preuves supplémentaires. L'OTAN est de facto impliquée dans cette guerre. Elle apporte un soutien direct et indirect au régime de Kiev. Par conséquent, nous pouvons affirmer avec une certitude absolue que l'OTAN est en guerre contre la Russie.
Claude-François Arnoult, une réaction justement sur l'OTAN est en guerre contre la Russie, c'est le discours des Russes. On est dans la propagande pure. Donc la Russie a entamé une guerre qu'elle n'a pas voulu appeler guerre. Et donc elle dit que c'est l'OTAN qui fait la guerre. Donc je trouve que ça n'est pas... C'est tellement évident que c'est de la propagande basique que ça n'est pas très... Je trouve très intéressant que ça n'apporte pas grand-chose de s'arrêter à ça. Je voudrais quand même dire un mot sur la question des drones, si vous permettez. Mais allez-y. Parce que ce qui me frappe beaucoup, c'est que depuis 3-4 jours, on dit que on n'est pas prêt, on ne s'est pas adapté, on ne saura pas faire. On parle d'un dessin multiple de drones qui arriveraient sur un bateau et qui nous dépasserait et que, à la limite, les Russes gagneraient la guerre comme ça. Moi, je crois avec les drones. Et parce qu'on a trop investi dans le haut de gamme et pas assez dans la masse du bas de gamme. Ce qui est vrai, il faut certainement, comme l'a dit le général Vigilant, investir le plus vite possible. Et là, la question des délais est majeure. Il ne faut pas attendre 2030 et les 5% de l'OTAN. Il faut le faire tout de suite, y compris sur des drones comme ça. Et il faut des mesures anti-drones, et d'ailleurs des drones, enfin les deux, défensifs et offensifs, et le faire le plus possible en coopération, notamment avec les Ukrainiens. Et moi, il me semble, et je ne suis pas générale, que si on avait une attaque de ce type, on n'utilise pas drone contre drone. On utilise ce qu'on a. Je veux dire, c'est comme le jeu d'échecs dont M. Poutine est spécialiste. C'est pas parce qu'on attaque avec un fou qu'on va répondre avec un cavalier. Exactement. Donc on répondra avec l'arme qui est la plus adaptée en cas d'agression. Et ça, je trouve qu'il faut le dire et il faut le signifier à Poutine. Général. Oui, puis la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas mettre sur un territoire européen ou d'un grand pays européen un dispositif qui soit complètement étanche. Façon Iron Dome en Israël, par exemple, parce que le pays est beaucoup plus petit. Donc il faut que l'on préserve, que l'on utilise nos capacités de défense pour protéger des sites qui sont particulièrement sensibles ou qui sont stratégiques. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc, en fait, notre dispositif, il a une certaine profondeur, il a une certaine capacité. Et comme l'a très bien dit Madame l'ambassadrice, on ne va pas perdre la guerre parce qu'on va nous envoyer des nuées de drones. La menace, elle est quand même elle existe, elle est pluridimensionnelle. En plus, elle est militaire, elle est hybride, cette menace russe. Est-ce que l'OTAN, 32 pays, d'abord, est-ce qu'il y a une vraie volonté politique? Parce que vous parliez du pourcentage du PIB, les 5%, c'est 2030, donc c'est vraiment pas tout de suite. La menace, elle existe aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a une volonté politique, sachant qu'en plus, il y a un désengagement quand même très clair de la part de Donald Trump dans ce qui se passe en Europe. Beaucoup d'incertitudes face à une menace certaine. En fait, la situation dans laquelle on est, c'est que pour faire la guerre, il faut un seul pays. La Russie veut faire la guerre. Elle a commencé à faire la guerre. Les Européens, et plus largement dans le cadre de l'OTAN, les pays n'ont pas l'envie de rentrer en guerre. Et donc, ils y vont un peu en traînant des pieds. Et c'est sûr que lorsqu'on a une attitude qui conforte l'ennemi, l'adversaire, en l'occurrence la Russie, que nous sommes faibles, eh bien, ça l'encourage pour avancer davantage. Et ce que nous devrions faire, c'est prendre l'escalade à notre compte, accepter d'escalader et de reprendre l'ascendant. Mais ça suppose prendre des risques. Et lorsque l'on joue contre une puissance qui est nucléaire, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc les Européens, que ce soit dans le cadre de l'Union européenne ou dans le cadre de l'OTAN, eh bien, sont raisonnables. Et c'est simplement d'apporter des solutions pour augmenter la pression sur la Russie. Et cette pression doit venir de toutes parts. Dans le champ économique, mais aussi dans le champ militaire, dans le champ informationnel, etc. Dans le champ informationnel, d'ailleurs, c'est très compliqué, en fait, de rivaliser avec cette guerre hybride menée par la Russie. Parce que ce qui est vrai pour le champ informationnel et pour d'autres champs d'ailleurs est que nous sommes des démocraties et on se bat précisément pour ça, pour demeurer des démocraties. Et c'est tout ça, c'est devenu cela. C'était pas exactement ça l'enjeu au début de la guerre en Ukraine. C'était d'abord la Russie qui voulait prendre le contrôle d'un pays voisin. Mais depuis, on a vu que ça s'est transformé en une guerre finalement où il s'agit de défendre des modèles politiques, disons. C'est pas par hasard si la Chine est le plus ferme soutien de la Russie dans cette guerre. Et on voit qu'elle est déterminée pour cela parce que c'est vraiment l'ordre du monde qui est en train de se jouer. Comme toute guerre, vous avez une histoire au début, puis ça évolue petit à petit au fil des ans. La guerre en Syrie en 2011, c'est pas la même qu'en 2017-18, par exemple. Bon, là c'est exactement pareil. Donc c'est vraiment ça, cet enjeu. Et tout le défi pour nous, c'est à la fois de se défendre bec et ongle, et en même temps de ne pas se perdre, dans nos principes démocratiques, dans notre manière de donner de l'information, de faire la guerre ou de ne pas la faire. Et c'est un sacré défi. On va écouter. Vous voulez intervenir peut-être? Oui, non, je
veux dire, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à M. Dmitri Peskov, on est dans le narratif russe. C'est-à-dire, quand on nous parle effectivement de la guerre, nous ne sommes pas en guerre. L'OTAN est une alliance défensive. Elle n'est pas en guerre directe. Nous ne sommes pas co-belligérants. On aide militairement. L'Europe aide militairement. Nous ne sommes pas directement en guerre contre la Russie en Ukraine. Et enfin, ils parlent d'une opération spéciale depuis 3 ans. Et en réalité, vous avez vu leur vocabulaire, ils parlent du régime de Kiev. En réalité, la volonté de Moscou, c'est de renverser le gouvernement démocratique, la démocratie en Ukraine, pour le remplacer et vassaliser complètement ce pays. Ils veulent la capitulation pure et simple de l'Ukraine. Donc, il y a aussi cette guerre informationnelle, cette guerre de propagande. On cherche à faire peur à l'Occident. Et ça peut marcher parfois. Lorsqu'on voit les débats politiques que nous avons eus en France ce week-end, certains disent non, certainement pas. Nous ne voulons pas partir en guerre. Il y a des va-t-en-guerre. Non, et on voit bien que ça marche quelque part. Mais on voit bien qu'ils sont divisés en Europe, hein, d'ailleurs. Il y en a certains qui veulent envoyer des troupes en Ukraine, d'autres non. L'Italie, par exemple, ne le souhaite pas. Donc il y a un débat. Est-ce que ça veut dire que les différents pays, les différentes populations sont prêtes à se battre contre la Russie ? Moi, je pense qu'il faut minimiser. On a une chance de minimiser l'élément de division entre Européens. Je crois qu'il y a un vrai problème avec les Américains. On va y revenir d'ailleurs. Voilà. Il y a un problème important parce que ça concerne l'OTAN. Entre Européens, moi je trouve que ce qui a été fait dans la coalition de ceux qui veulent et ceux qui peuvent, la Coalition of the Willing, coalition des volontaires. Voilà, c'est les chefs d'état-major qui ont pris avec un mandat politique, pris l'initiative de planifier. Ils ont planifié pour quelque chose qui ne dépend pas totalement d'eux, loin de là, qui sont des garanties dans le cadre d'un processus de paix. Voilà. Ça risque de prendre du temps. Mais il n'empêche qu'on a un processus où là, les Européens sont quand même unis, les Européens plus, l'Union européenne plus les Britanniques, les Turcs et d'autres États, pour être capable et vouloir le faire. Et ça, je crois qu'on ne l'avait pas eu depuis très longtemps. Et ça va nous déterminer éventuellement des formats d'action. Et c'est pour ça que je pense que cette planification, même s'il y a un risque de se dire, mais ils ont planifié sur quoi ? Il n'y a pas de garantie de sécurité parce qu'il n'y a pas de paix. Mais ils ont planifié, et à mon avis maintenant, il faut qu'ils planifient sur différents scénarios, dans un format d'action et sur les capacités dont on a besoin pour ces scénarios. Général, je vous donne la parole ensuite sur ces différents scénarios, parce que le scénario de la menace russe, il n'est vraiment pas nouveau. Non, il n'est pas nouveau. Maintenant, Après, il y a les moyens aussi. Il y a deux choses. Il y a aider l'Ukraine, ça c'est l'urgence, hein, c'est le court terme. Donc on peut aider l'Ukraine, et c'est ce que l'on fait en lui allouant des ressources financières, en lui fournissant du matériel militaire. Et bientôt, on espère pouvoir aussi contribuer à la formation de son armée, parce que finalement, pour l'Ukraine, la meilleure garantie de sécurité, c'est l'armée ukrainienne. Il faut qu'ils puissent continuer d'empêcher les Russes de contrôler de nouveaux territoires ou bien de franchir le front lorsqu'il sera gelé. Donc on peut aider là-dedans. Maintenant, pour le territoire de l'OTAN, donc là, clairement, les armées de l'OTAN sont prêtes. Il faut arrêter d'avoir peur de la Russie. Nous sommes une alliance nucléaire. Nous sommes 32 pays. Notre PIB est égal à celui des États-Unis. Il est 10 fois supérieur à celui de la Russie. Et on a plus d'1 500 000 hommes sous l'uniforme. Donc si nous sommes attaqués, si la guerre s'impose à nous, mais je n'ai aucun doute que l'OTAN, avec ou sans les Américains, sera capable de répondre. Mais après, il y a une question de degré, Général. Quand vous dites à quel moment la guerre est-elle déclarée, à quel moment par exemple, vous avez tout à fait raison. La Pologne a répondu. En Pologne, il y a eu effectivement une riposte des F-16 contre ces drones. En Roumanie, non, par exemple. On a laissé le drone repartir. Mais parce qu'il est resté que 50 minutes, il était tout près de la frontière. Donc il y a une évaluation différente. Maintenant vous avez raison. En cela que là, je vous parle d'une guerre totale militaire, mais la guerre, elle existe déjà dans le champ hybride. Les stratégies hybrides que nous subissons tous les jours, dans le champ cybernétique, dans le champ de l'information. Et les Russes sont particulièrement agiles là-dedans. Et ils ont théorisé il y a déjà 10 ans qu'on pouvait détruire un État, entre guillemets, démocratique, uniquement en utilisant des stratégies hybrides et sans tirer un coup de feu. C'est exactement ce qu'ils font contre nous tous les jours. Et pas que contre l'Ukraine. Sauf que là, les menaces, elles sont au niveau militaire. Donc on passe aussi à un autre stade. Avec l'hybride, c'est-à-dire c'est le mélange des deux, en fait. Oui. Et il peut faire jouer le curseur entre des menaces civiles et des menaces militaires. De plus en plus militaires ou pas ? On y vient petit à petit, effectivement. Et on a vu d'ailleurs ces dernières années, par exemple, le service de renseignement allemand, mais aussi estonien, je crois, dire que, selon les informations qu'il récoltait, on allait probablement avoir une confrontation directe ou une agression de la Russie sur une partie du territoire. Si on regarde un tout petit peu les choses du point de vue historique, ce qu'il faut toujours faire, avec tous les pays du monde, mais avec la Russie, pas moins, faut se souvenir, par exemple, de ces documents déclassifiés aux États-Unis, de ce que disait Eltsine, qui n'est pas Poutine, à Clinton
à l'époque en disant « donne-moi l'Europe, je veux... » Nous, les Russes, devons avoir le contrôle sur l'Europe. Et ça, c'est une vieille histoire qu'on retrouve du temps de Staline, de l'époque soviétique, qu'on a sous Helsinki. Donc c'est quand même des choses qui ont une vraie détermination, qui ont un vrai socle, qui est lié profondément à la nature de l'État russe, à sa vision stratégique. Par exemple, il faut quand même s'intéresser à la vision de la Russie, de la Pologne, par exemple. Enfin, comment la Russie voit la Pologne. Moi, je me souviens, ces dernières années, il y a 7-8 ans peut-être, on avait des talk-shows, vous savez, ces talk-shows politiques du dimanche soir à la télévision russe, très regardés à l'époque, où on montrait des scénarios d'attaque de la Pologne en disant que cet État ne méritait pas, enfin, ce n'était pas un État, etc. Donc, c'est quelque chose qui est persistant. Et c'était aussi persistant avec l'Ukraine. Moi, dès 2009, par exemple, en Géorgie, on me disait, tu verras, la prochaine guerre sera en Ukraine et elle commencera en Crimée. On me racontait 5 ans à l'avance le scénario à peu près qu'on a vu se dérouler. Donc, il faut prendre tout ça au sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut être va-t-en-guerre et vouloir la guerre, évidemment, mais en tout cas, on ne peut pas éviter de prendre ça au sérieux et de travailler sur ces scénarios. Et à quel moment on passe de l'article 4, c'est celui qui a été utilisé, à l'article 5, c'est-à-dire qui, en fait, prône la solidarité entre tous les belligérants, tous les membres de l'OTAN, pour riposter. Vous savez, il y a autant de versions qu'il y a de juristes. L'article 5 n'ayant jamais été mis en œuvre, hormis pour le septembre 2000. Et donc, certains vont considérer que l'article 5, c'est uniquement lorsqu'il y aura un affrontement direct contre un pays de l'OTAN. L'article 4, le général le citait, c'est un système de concertation qui permet de se réunir, éventuellement des situations d'urgence. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, le général a prononcé une phrase tout à fait symptomatique. Ça n'est resté que 50 minutes. Ah bon? Donc, le drone. Si ça dans le ciel roumain. Que 50 minutes, moi personnellement, politiquement, je trouve ça inacceptable. Même 1 seule minute, 2 minutes, et même ne devrait pas être autorisé à rentrer sur le territoire. Vous voyez, il y a donc une conception d'ordre politique. Enfin, il y a autre chose. C'est qu'on nous dit l'OTAN pourra intervenir, mais regarde, même dans le cas d'une force de réassurance, la coalition des volontaires, mais Madame Meloni, l'Italie ne veut pas y aller. La Pologne, qui est la plus exposée, ne veut pas y aller non plus. Et enfin, on parlait tout à l'heure, l'Ukraine. En Ukraine, et enfin, on parlait de démocratie. Oui, tout à fait. Et on n'arrête pas de nous dire que les scénarios sont prêts, les chefs d'état-major se sont réunis, mais nous n'avons eu aucun communiqué. En d'autres termes, on ne sait pas bien ce qui pourra sortir de cette réunion, sauf qu'on nous dit tout est prêt pour aller en Ukraine, mais nous n'avons pas d'informations. Oui, nous sommes des démocraties. Les peuples européens ont aussi le droit d'obtenir un certain nombre d'informations, et parfois, on a l'impression qu'on nous cache un peu des choses. Général. Pour revenir sur les 50 minutes, j'ai pas dit que c'était bien. Hein. J'ai juste dit c'est juste pour ça dire que le temps qu'une interception se réalise d'un avion de chasse qui a plusieurs centaines de kilomètres sur un drone qui fait 2 mètres carrés, quand on n'a que 50 minutes et qu'il est tout près de la frontière, c'est plus difficile que s'il est rentré de 200 kilomètres dans le territoire. C'est juste cet aspect-là. Bien évidemment, il faudrait le détruire avant même qu'il rentre. Voilà. J'espère qu'on mettra en place des dispositifs qui vont le permettre. Aujourd'hui, l'espace aérien de l'OTAN, enfin l'OTAN, les pays de l'OTAN sont en paix. Donc notre espace aérien, il est contrôlé en vertu de ce qu'on appelle la police du ciel. Donc on applique des règles de temps de paix. Quand il y a un hostile, enfin pas un hostile, pardon, mais quand il y a un mobile non identifié qui traverse notre espace, on fait décoller des avions qui sont en alerte, des patrouilles de l'OTAN ou françaises dans le cas français. Des pilotes sont en alerte pour être en l'air en 5 minutes, entre 5 et 7 minutes. Ils vont aller intercepter cet appareil, ils vont essayer d'identifier ce que c'est, de le contacter à la radio s'il y a un pilote dedans, et puis s'ils présentent une menace directe contre une installation au sol, ils peuvent éventuellement essayer de la raisonner ou de le détruire. Mais ça, c'est la police du ciel, temps de paix. Pour que l'on passe dans une autre dimension, là, on passe en temps de guerre, et c'est ce qu'ont fait les Polonais brièvement. Lorsque les militaires reprennent le contrôle de l'espace aérien complètement, ils font un découpage de l'espace aérien et ils font des boîtes dans lesquelles ils disent tout ce qui rentre là-dedans, c'est hostile, on le détruit. Mais en temps de paix, on ne peut pas mettre tout de suite en place ce dispositif. Donc là, vous dites en temps de guerre. Donc en fait, pendant ce laps de temps, la Pologne est en guerre contre la Russie, on peut dire ça? Disons qu'ils ont eu des hostiles qui sont rentrés sur leur territoire, et donc même dans les mesures ce qu'on appelle les mesures actives de sûreté aérienne, ils ont le droit, la capacité de détruire ces objets qui présentent une menace potentielle dans leur pays. Mais disons que le temps de réaction sera beaucoup plus réduit si on met en place notre dispositif purement militaire, de défense aérienne, mais ça aura un coût. Vous vous rendez compte que ces drones sont arrivés pas loin de Varsovie, et que l'aéroport de Varsovie a été obligé de fermer pendant 1 heure. Donc c'est la première fois, c'est grave. Mais c'est grave, on est bien d'accord. Est-ce que l'OTAN, justement, s'adapte? Parce que là, si j'ai bien compris, la France envoie quelques Rafales supplémentaires. La Grande-Bretagne aussi, me semble-t-il, envoie quelques avions. Les Allemands. Oui, c'est ça. Donc en fait, on a l'impression qu'on fournit un peu plus d'avions. C'est pas anodin. C'est-à-dire que lorsqu'on
donne plus d'avions, ça permet de diminuer le temps de réaction pour couvrir l'espace que l'on veut protéger. Typiquement, le cas français. Lorsque l'on est dans une phase pas trop critique, on a 4 patrouilles qui permettent d'avoir des avions de chasse dans n'importe quel coin du ciel de France en 15 minutes. Si on a un niveau de menace plus élevé, on met 6 patrouilles et du coup, on peut être n'importe où en 10 minutes. Et donc, en augmentant le nombre d'avions sur le territoire polonais ou sur le territoire roumain, on diminue le temps d'interception. Donc, c'est pas anodin. Donc, on va également renforcer ce dispositif avec des avions radars qui vont être en vol H24 au lieu d'être en vol de façon intermittente pour repousser la distance de détection. Tous les radars des pays européens sont connectés. Donc, il y a des choses qui se passent. Oui, il y a des choses qui se passent, mais à quel moment, justement, je reviens au premier point, à quel moment l'OTAN, les pays, donc ces démocraties, se retrouvent en guerre contre la Russie, parce qu'ils ne le souhaitent pas? Ils se retrouvent en guerre. Je crois qu'il faut être simple. S'ils sont attaqués sur le territoire de l'OTAN et qu'un des États de l'OTAN est attaqué, ou il n'y a pas que l'OTAN. L'ennui, c'est qu'on a aussi, l'ennui et la garantie, c'est aussi qu'on a un article 42.7 dans l'Union européenne qui prévoit une intervention, y compris militaire, et qu'elle doit nécessairement être militaire. Alors qu'à l'OTAN, il n'est pas spécifié qu'elle doit être militaire. Donc en fait, on est en guerre, soit quand on est attaqué sur son territoire, soit quand on décide d'attaquer sur le territoire de l'autre. Donc on n'est pas attaqué lorsqu'un drone arrive à Varsovie. Quand le partenaire à côté dit que c'est une erreur et qu'on n'a pas eu le temps de déterminer quelle était l'origine du drone... En fait, c'est l'illustration d'une stratégie hybride, c'est-à-dire que les actions qui sont menées par les Russes sont juste en dessous du seuil de réponse. Oui, voilà. Ils n'ont pas détruit un bâtiment avec un missile. C'est très calculé. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Et ils savent très bien que s'ils avaient une action militaire qui soit incontestable, la réponse serait immédiate. Bien sûr. Ils le savent très bien. Mais imaginez qu'un drone arrive à Berlin. Alors, on ne dit rien, c'est comme ça. J'espère bien qu'il arrivera à Berlin. Il n'arrivera pas à Berlin. Écoutez, c'est arrivé à Varsovie, pratiquement. Donc, voilà. Donald Trump, en tout cas, parce qu'on parle de l'OTAN, on peut forcément parler des États-Unis et de Donald Trump. Lui, il a réagi sur son réseau Truth Social ce week-end. Il a affirmé que les États-Unis étaient prêts à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie à condition que les pays de l'OTAN arrêtent d'acheter du pétrole russe. C'est essentiellement d'ailleurs la Hongrie et la Slovaquie qui importent toujours du gaz russe. La France en importe encore un petit peu. C'est quand même intéressant parce qu'on voit bien que tout est transactionnel avec Donald Trump. Donc une alliance qui a été quand même fondée avec les États-Unis, donc le parapluie est tout de même américain. Lorsqu'on apporte ce type de réponse totalement transactionnelle, je dirais presque triviale, est-ce qu'on peut quand même penser que l'OTAN va être... Je pense que Trump n'est pas du tout transactionnel. Et je crois d'ailleurs qu'on se trompe souvent d'ailleurs en donnant trop d'importance aux arguments économiques qu'il peut avoir. Je pense que c'est pas essentiel. Et c'est quelqu'un qui a une vraie colonne vertébrale idéologique, qui est en train d'essayer de construire une Amérique qui n'est plus démocratique, qui sera autoritaire au bas mot. Et pour ça, il a besoin d'alliés et de gens qui aussi légitiment son pouvoir. Et c'est pour ça aussi qu'il est gentil avec M. Poutine et pour d'autres raisons. Mais justement, il est gentil, comme vous le dites. C'est pas transactionnel parce que quand il dit, par exemple, je vais sanctionner les pays qui achètent du pétrole aux Russes comme les Chinois, par exemple, mais je veux que tous les pays de l'OTAN le fassent. Il sait très bien que tous les pays de l'OTAN ne le feront pas. Autrement dit, il est en train de faire un cadeau à M. Poutine à ce moment-là. Sauf qu'il ne peut pas le dire directement parce qu'il y a une opinion américaine, je ne parle pas de son électorat lui, mais l'opinion globale américaine qui est plutôt pro-ukrainienne et qui considère M. Poutine comme un danger. Donc il y a des midterms qui se profilent l'année prochaine, donc il est obligé d'avoir un message ambigu de cette façon. Et c'est pour ça que M. Poutine parle de cette façon, parce qu'il sait très bien que dans nos pays, et en l'occurrence aux États-Unis, il y a quelqu'un qui dira c'est peut-être une erreur. Parce que c'est aussi ce qu'a dit M. Trump à propos des drones. C'est exactement ce qu'a dit M. Trump. C'est peut-être une erreur. 20 drones serait une erreur sur le territoire. Oui, mais justement, en général, une alliance qui est fondée sur les États-Unis, quand les États-Unis, justement, ne sont pas fiables, et en plus, depuis le sommet en Alaska entre Trump et Poutine, franchement, c'est quand même compliqué de se dire qu'on peut avoir confiance à 100% je suis tout à fait d'accord avec vous. en une alliance dominée par les États-Unis. Je dirais même qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir confiance absolue dans ce que feront les États-Unis en soutien des Européens. Je veux dire, il nous le démontre tous les jours depuis des années, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le président Trump. Mais sur le commandement militaire américain, parce que c'est ce commandement-là, tout de même, l'OTAN. Aujourd'hui, l'Amérique est encore un allié dans l'OTAN. Mais comme ça a été très bien dit, l'article 5 n'oblige pas les pays à envoyer des forces militaires. L'article 5 oblige les pays à prendre en compte que si l'un d'entre eux est attaqué, on doit faire preuve de solidarité, on considère qu'on est tous attaqués, mais chaque pays a la liberté de choisir la forme pour assister le pays attaqué. Donc il n'y a pas d'engagement automatique de la force militaire, ce qui n'est pas le cas dans le cadre européen.
Maintenant, Trump, il est absolument cohérent avec tout ce qu'il a fait auparavant, c'est-à-dire qu'il cherche pas du tout à s'engager dans un conflit contre la Russie. Cette guerre en Ukraine n'est pas sa priorité, n'est pas du tout sa priorité, et il laisse les Européens se débrouiller avec Poutine. Alors, il surfe, enfin, il nous balade, mais il faut arrêter de l'écouter. On sait très bien qu'il ne va pas engager la force militaire, en tout cas majeure et en leadership, face à la Russie. En revanche, on peut espérer, et si on arrive à lui montrer qu'il est de son intérêt que les Européens fassent le travail en Ukraine, en contenant la Russie, eh bien, il pourrait être tenté, et c'est ce qu'a essayé de faire le président Macron, de donner les garanties de sécurité que demandent les alliés européens, qui sont des choses qui n'ont pas besoin d'être très visibles. Du renseignement, du transport logistique, enfin bref. Donc cette discussion continue, mais maintenant, au plan rhétorique, clairement, les intérêts de Trump sont plus alignés avec ceux de Poutine qu'avec les nôtres. C'est ça. Et donc il faut être conscient, on revient à ce que vous comptiez aborder, je crois qu'après, c'est-à-dire l'autonomie. Il faut être stratégique capable européenne. de se défendre tout seul. Oui, mais on n'y est pas. Pardonnez-moi, Madame l'ambassadrice, on n'y est pas. Et d'ailleurs, j'avais l'ambassadeur de Pologne sur ce plateau il y a quelques jours. Lui ne parlait que de l'OTAN. Il m'a dit l'Union européenne, c'est de la politique. C'est l'OTAN, nous on veut l'OTAN. Et c'est aussi pour ça qu'on n'y est pas. Alors, je veux dire, c'est aussi à cause de réactions comme celle-ci qu'on n'y est pas. Certains d'entre nous ont travaillé depuis des années sur la défense européenne et depuis des années, l'obstacle majeur, c'est de garder effectivement la protection américaine, donc d'être dépendant. Je crois que maintenant, les yeux s'ouvrent. Les Danois achètent les plus atlantistes de nos partenaires. Oui, c'est une première, ça, me semble-t-il. Oui, c'est un Ils vont acheter du matériel européen. Bon. Et donc, on a une chance, mais on n'a pas qu'une chance. On a comme seule solution d'avoir le plus rapidement possible le maximum d'autonomie. Et moi, je ne peux pas croire, et je trouve que Tusk a tout à fait raison de dire, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, les Européens, tous ensemble, ont largement de quoi inquiéter, faire peur, vaincre la Russie. Oui. Pour la première fois de l'histoire, est-ce que c'est vrai ça? Il faudrait qu'ils soient coordonnés. Oui. Sans l'OTAN, bien sûr, mais non, mais l'OTAN est le maître d'ouvrage, même le maître d'œuvre, puisque vous disiez, il fait pas de transaction aussi. Il veut bien qu'on défende l'Ukraine à condition qu'on achète des armements américains. Et donc, n'oublions pas non plus qu'il a signé un accord sur les minerais rares en Ukraine, dans le Donbass, et qu'il souhaite faire profiter les États-Unis de cela. L'Europe de la défense n'existe pas aujourd'hui, même s'il y a des efforts, et ça c'est très important, nous devons renforcer notre autonomie stratégique, mais aujourd'hui très clairement, la défense européenne n'existe pas. Regardez, l'Allemagne, la Pologne, ils achètent où des avions? Aux États-Unis. Voilà, et donc lorsqu'on parle également des forces d'interposition, de la coalition des volontaires, écoutez, Friedrich Merz, le chancelier allemand, a évoqué une seule fois la possibilité d'envoyer des troupes là-bas, ça fait un tollé à Berlin. Mais je suis d'accord qu'il faut y aller. Ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà. Il faut y aller. Il faut y aller. Général. Les États-Unis, ce que je voudrais dire, c'est que très souvent, on identifie l'OTAN aux Américains. Et quand vous dites l'OTAN, mais l'OTAN, c'est la défense des Européens, d'abord par les Européens. L'OTAN, 32 alliés, que c'est vrai, 32 alliés, 29 Européens. C'est nouveau, ça. Non, c'est pas nouveau. Mais le commandement, il est quand même américain, en général. Alors certes, il est américain, mais pour autant, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai été intégré dans les forces américaines. Je peux vous garantir que les Américains, qu'ils soient au niveau politique ou au niveau militaire, ils ne connaissent pas l'OTAN, et pour eux, c'est le rassemblement des Européens. Quand les forces américaines qui sont déployées en Europe sont sous commandement national américain. Et depuis la guerre du Kosovo, ils ne mettront plus leurs forces américaines sous le commandement du général américain au titre de l'OTAN, qui devrait rendre compte aux autorités politiques de l'OTAN. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a une émancipation européenne au sein de l'OTAN. Ce que je dis, c'est que l'OTAN tel qu'il est aujourd'hui, c'est d'abord un outil pour les Européens, que les Américains commandent à notre demande, parce qu'on les a suppliés de le faire depuis 70 ans, mais... Et s'ils n'acceptent pas cette demande, c'est toujours possible. Alors, il y a deux choses. Ils peuvent nous laisser faire sans s'engager. Ça, c'est une première étape. Ça a déjà été le cas en Libye, lorsqu'Obama a dit « on ne veut pas s'occuper de ce conflit, débrouillez-vous, on vous aidera de derrière ». Donc, ils l'ont déjà fait. Et l'étape ultérieure, c'est qu'ils s'opposent à ce qu'on utilise l'OTAN pour défendre nos intérêts. Et ça, c'est un vrai risque qui nous impose de développer une
une autonomie stratégique européenne pleine et entière. Alors justement, il faudra combien de temps, grosso modo, je donne la parole ensuite, Régis, pour avoir cette autonomie européenne que tout le monde souhaite? C'est un processus qui va peut-être prendre 10 ans, mais il faut commencer. On a déjà commencé, il faut voir... Est-ce qu'il faut garder au niveau national les différentes industries ou est-ce qu'il faut créer un champion européen dans différents secteurs? C'est ça, il faut créer. En fait, ça doit se faire naturellement, c'est ce qu'on appelle la consolidation des entreprises de défense, mais pour qu'il y ait consolidation des entreprises de défense, il faut qu'il y ait aussi consolidation de la demande. Donc que les pays se mettent d'accord pour commander le même matériel. On voit bien que ça ne marche pas entre la France et l'Allemagne, par exemple. Ils commandent du matériel américain. C'est bien d'avoir qui ne marche pas. Mais je vois aussi tout ce qu'on a fait depuis 5 ans. Il faut être positif, mais regardez, on a annulé plusieurs conseils des ministres franco-allemands parce qu'avec Olaf Scholz et Emmanuel Macron, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur l'avion du futur, l'avion de combat du futur. Donc tout le monde veut garder son champion national. Là où je vous rejoins complètement, c'est qu'il faut effectivement une industrie européenne de défense. Et on peut pas ressasser nos échecs. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait demain avec tous les jours des signes plus inquiétants du fait qu'on va devoir le faire tout seul, face à Poutine et sans Trump. Oui, justement, intéressant tout de même, effectivement, de voir que quand vous discutez avec ces pays à l'Est, ils ne font confiance qu'à l'OTAN, pas à l'Union européenne, en ce qui concerne, en tout cas, tout ce qui est défense. C'est en train de changer, parce que les leçons, depuis que M. Trump est revenu au pouvoir, montrent à chacun combien c'est risqué d'avoir un tel allié et qu'il ne faut pas en avoir un seul. J'étais, par exemple, dans un pays de la région qui est l'Ouzbékistan. J'étais en début d'année, par exemple, et les gens me disaient, alors, pas seulement par rapport à l'Ukraine, ils disaient, regardez, l'Ukraine n'a eu qu'un vrai allié, c'était les États-Unis. Ce protecteur est en train de disparaître. C'est bien la preuve qu'il faut multiplier les alliances, les protecteurs, donc des pays de toutes les régions du monde. Mais effectivement, je crois que ce qui est en train de se passer, ça se passe sous nos yeux, c'est en train de se construire. On est obligé de construire dans l'urgence. Il y a une vraie course contre la montre, ça c'est certain. Et d'où l'importance de prendre vraiment conscience des dangers qui sont en train de se dessiner, de se formuler en ce moment. Mais il n'y a pas d'autre solution que de réagir à cette crise-là et de trouver... Et je trouve que, sans vouloir être exagérément optimiste, mais tout de même, c'est une vraie surprise pour nous tous et aussi pour la Russie, on le sait, depuis février 2022, d'avoir vu quand même l'Europe être capable de se mobiliser. Je crois que la Russie pensait qu'elle allait vraiment éclater beaucoup plus tôt et elle n'a toujours pas éclaté. Quand on a même vu, par exemple, M. Macron dire qu'il faudrait augmenter, par exemple, le budget de la défense, se faire passer à 5%, ce qui est énorme. Et il n'empêche que l'opinion a plutôt suivi en France. Plutôt suivi. Et les pays neutres ont arrêté d'être neutres. Donc, en fait, je veux dire, on avance. Il y a 3 ans, le mot défense était un gros mot dans l'espace européen, enfin, dans les institutions européennes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a des crédits qui sont utilisés pour acheter des armes, des crédits européens. Donc, on progresse. Merci beaucoup, Général Jean-Marc Vigilant. Claude François Arnoux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Patrick Martin-Génier, merci Régis Janté. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et à demain.